Bonjour à tous, ici Christian Latreille à Montréal et toute l'équipe. On va suivre au cours des 4 prochaines heures l'évolution de cette pandémie qui nous frappe ici et ailleurs très durement. Vous voyez actuellement ce fameux corridor qu'on vous montre depuis des semaines et des semaines. Bien, c'est le corridor à l'Assemblée nationale, dans les édifices du Parlement, qui mène au bureau du premier ministre. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, ce ne sera pas François Legault qui va présenter le point de presse, mais la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui l'a remplacée à quelques occasions. M. Legault qui nous avait dit qu'elle allait cesser au cours des prochaines semaines de tenir des points de presse quotidiens pour en tenir seulement que le lundi, le mercredi et le vendredi. Bon, il nous a pris un peu par surprise hier en présentant un point de presse le mardi parce qu'il y avait une annonce importante concernant les mesures d'assouplissement dans les résidences pour personnes âgées. Alors aujourd'hui, on croyait que ce serait M. Legault. Ben non, c'est sa vice-première ministre. Alors je pense qu'on va s'ajuster au jour le jour. On va tenter de ne pas faire de prédictions en ce qui concerne qui va prendre la parole du côté du gouvernement du Québec, parce qu'on est certainement, là, justement, en train de s'ajuster à tous les jours à cette crise là, qui nous surprend d'ailleurs quotidiennement. Je pense qu'on va aller rejoindre Sébastien qui, lui, est toujours en poste. Lui, on peut compter sur lui tous les jours. Il est toujours là. Salut Sébastien. Bonjour Christian. Alors, comme à son habitude, M. Legault ne sera pas là, mais il tweet toujours avant sa conférence de presse de 13 h. Alors, est-ce qu'il a fait de même aujourd'hui? Il l'a fait et voici ce qu'il a écrit sur Facebook. On prend le message sur Facebook qui est un peu plus long que sur Twitter. Ça va nous faire du bien de pouvoir retrouver un peu de normalité avec le déconfinement graduel dans les prochaines semaines. Mais si on veut continuer d'avancer vers une vie plus normale, il faut absolument continuer de respecter les consignes. Il faut continuer de garder nos distances. C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, un nouveau message sur les mesures sanitaires, en fait, qu'il répète et qu'il martèle depuis 8 semaines maintenant sur, cette fois en liant, si on veut, le succès du déconfinement, qui est commencé en particulier ailleurs qu'à Montréal, et l'application toujours demandée des mesures sanitaires de distanciation physique et de se laver les mains notamment. Oui, le docteur Arruda qui a été très précis hier, il a Mme Guilbeault qui arrive, je pense, mais qui disait « assouplissement n'égale pas relâchement ». Alors, je pense que c'est le message que l'on veut que les gens comprennent. Alors, on voit Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec, accompagnée de Mme McCann, ministre de la Santé, et du docteur Horacio Arruda, directeur général de la santé publique au Québec. Alors, est-ce qu'on a une idée un peu de ce que Mme Guilbeault va nous annoncer? Sébastien, avez-vous fait aller vos antennes? Oui, j'ai demandé à quelqu'un s'il y avait une annonce, donc si elle annonçait quelque chose comme des mesures ou une décision du gouvernement. On m'a simplement dit d'être patient. Donc, j'ai exercé ma patience et on devrait en avoir le cœur net dans les prochaines minutes. Alors, chose certaine, il y aura beaucoup de questions aujourd'hui concernant la situation dans les CPE parce que c'est un peu la pierre angulaire du succès de ce déconfinement, hein, les garderies, parce que si les parents ne sont pas en mesure de faire garder leurs enfants, ce sera très difficile de reprendre l'activité économique parce que comment vont-ils pouvoir se rendre au travail éventuellement? Exact. Et c'est imbriqué. Et on se demandait, en fait, si les parents allaient décider d'envoyer leurs enfants à l'école, décider de les envoyer dans les garderies. Bien, on a, de l'aveu même du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, une idée de ce qui se passe dans les garderies actuellement. Il dit il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ça veut dire que la demande est forte pour retourner dans les garderies, partout au Québec, ailleurs qu'à Montréal, à partir de lundi. Il manque 6 000 gardiennes, là. Alors, il y a un problème, là. Alors, on va entendre à l'instant, Sébastien. On vous retrouve un petit peu plus tard. On laisse la parole à la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, qui remplace aujourd'hui le premier ministre François Legault. Aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, Madame la vice-première ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez peut-être, ces jours-ci, cette semaine, en fait, on souligne la Semaine nationale de la santé mentale. Ce qui nous donne l'occasion de parler de santé mentale, un sujet très important avec la pandémie. On a beaucoup parlé de santé physique, on s'est beaucoup préoccupé de la santé physique à juste titre, mais il faut aussi parler de santé mentale, c'est important et toute cette lutte qu'on mène contre la COVID-19, donc pour préserver la santé physique, ne doit pas se faire bien sûr au détriment de la santé mentale. Donc on n'a pas à choisir entre le virus et la détresse, mais il faut bien sûr combattre et s'attaquer aux deux en même temps. Si bien qu'aujourd'hui, on va annoncer la mise en place d'un plan d'action COVID-19
en santé mentale. Un plan d'action qui va être assorti de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la santé mentale, un plan dont vous parlera plus en détail d'ailleurs ma collègue ministre de la Santé et des Services sociaux dans quelques instants. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui composent avec des enjeux de santé mentale à ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est très important. C'est aussi important que la santé physique. Alors, en plus, avec ce plan dont vous parlera ma collègue, on se donne de nouveaux moyens pour aider les gens en matière de santé mentale. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes là pour vous. Je vais enchaîner avec le bilan de la journée. Donc, on a 112 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 2510 décès. Bien sûr, nos condoléances, nos pensées sont avec les familles de ces personnes décédées. On a maintenant 34 327 cas confirmés, une augmentation de 910. On a 1840 personnes hospitalisées, une augmentation de 19. Et on a 213 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5 personnes. Je veux revenir sur la réouverture graduelle des écoles et des garderies à partir de la semaine prochaine. D'abord pour dire que c'est une évidence qu'on ne pourra pas rouvrir les garderies de la même façon qu'avant la COVID à 100 % de leur capacité du jour au lendemain. On va devoir y aller là, comme dans le reste, progressivement. Et donc, la semaine prochaine, on sera à une première phase de 30 % de la capacité. Et par la suite, comme je l'ai dit, on ira progressivement pour le reste de la réouverture. On est bien conscient que ça peut compliquer les choses pour certains parents, compliquer l'organisation pour certains parents, mais doit-on le rappeler, nous sommes face à une situation exceptionnelle qui amène des conséquences exceptionnelles et certains désagréments. C'est une évidence. Donc, on demande aux parents et on les remercie aussi d'ailleurs d'être compréhensifs à l'égard du fait qu'ils devront composer avec cet enjeu logistique supplémentaire, du moins pour le début de la réouverture progressive des services de garde. Il va aussi falloir s'adapter dans nos écoles primaires. Il y aura là aussi un enjeu logistique pour les professeurs, pour les écoles, pour les parents. On l'a dit, il y aura maximum 15 élèves par classe dans les écoles primaires lors de la réouverture, donc assurément un enjeu logistique, mais on demande à tout le monde de se placer en mode solution. Si on fait tous notre bout de chemin, si on est tous solidaires, si on est tous en mode solution, qu'on est tous focalisés vers la réussite de notre objectif de réouverture graduelle des écoles et de l'ensemble des secteurs d'activité éventuellement du Québec, on va y arriver tous ensemble. Et donc, plaçons-nous tous en mode solution et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées dans les premiers temps. On sait que plusieurs enseignants aussi, plusieurs éducateurs sont inquiets pour leur santé. Et ça se comprend. C'est normal d'être stressé, d'être inquiet, d'avoir des questionnements par rapport à sa santé avec tout ce qu'on vit depuis quelques semaines, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc, c'est compréhensible que des gens puissent avoir des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle on a voulu clarifier l'information quant aux facteurs de risque pour la santé associés à l'âge. Donc, la santé publique a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans. Ce qui fait que à partir de 70 ans, la possibilité de développer des complications, le risque de développer des complications est plus important à partir de 70 ans, mais donc en bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé, à condition, bien sûr, et là c'est important de le mentionner et de s'en rappeler, à condition de respecter les consignes de la santé publique, notamment les consignes de distanciation, d'hygiène. Alors on demande aussi à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte, d'en être bien conscients, de s'assurer que ces consignes-là puissent être respectées dans tous les lieux de travail physiques où les gens recommenceront graduellement à se rendre. Mais donc, ce sera possible pour les éducateurs et les professeurs, les enseignants âgés entre 60 et 69 ans de reprendre le travail
dès la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, c'est à condition de respecter les consignes de la santé publique et pas seulement pour les adultes, d'ailleurs pour les enfants aussi, puisqu'on parle d'enseignants et de milieux de garde. Il y aura des enfants dans les écoles et dans les garderies à partir de la semaine prochaine. Donc, je lance un appel aussi à tous les parents de déjà commencer à expliquer à leurs enfants la façon nouvelle dont on devra se comporter désormais à la garderie, à l'école. C'est sûr que pour eux, ça va être nouveau, donc on ne se comportera pas tout à fait de la même façon qu'on le faisait avant d'interrompre finalement les services et avant la COVID. Alors, ça va être important de garder nos distances, ça va être important de se laver les mains souvent, de tousser dans notre coude si on doit tousser. Alors, je compte sur les parents, on compte sur les parents pour faire ce petit travail-là de préparation et de sensibilisation à nos tout-petits. Mais en leur expliquant, en leur répétant, je suis bien confiante que nos enfants vont bien comprendre les consignes et les appliquer, ce qui va aider tout le monde à pouvoir procéder à cette reprise graduelle en toute sécurité. Je veux aussi vous dire un mot sur les centres de détention. Vous savez, moi, comme ministre de la Sécurité publique, j'ai sous ma responsabilité nos centres de détention provinciaux. Et donc, je garde, moi, un œil très avisé sur la situation dans nos établissements de détention depuis le début de la pandémie, notamment sur la situation à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé Bordeaux, où il y a un certain nombre de détenus qui ont été testés positifs, donc qui sont infectés par la COVID. Alors, c'est une évidence que comme partout dans le monde, notre réseau carcéral fait face à un défi important avec la pandémie. Depuis le début de la pandémie, c'est un milieu d'hébergement fermé. Donc, évidemment, il y a des risques de contagion. Il y a des détenus qui sont plus à risque que d'autres. Donc, il y a là une situation qu'il fallait surveiller, qu'on surveille d'ailleurs en collaboration avec la santé publique depuis le tout début. D'ailleurs, dès le début de la pandémie, on a mis en place des mesures préventives dans tous nos centres de détention. Donc, des mesures, évidemment, il y a les mesures de distanciation et d'hygiène et tout ça qui sont instaurés dans tous les centres de détention. Il y a aussi eu la suspension des visites. Il y a beaucoup d'activités qui se déroulent en visio-parloir, en visioconférence avec le système de justice aussi qui s'est adapté. Donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place. Et donc, on ajoute aujourd'hui le fait que nous accorderons ou seront accordés, nous m'exclus bien sûr, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à la chose, mais pourront être accordées des permissions de sortie à des fins médicales à certains groupes très ciblés de détenus qui ont une peine, notamment qui ont un reste de peine à purger de moins de 30 jours. Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention. Je veux être très claire là-dessus. Là. On parle de facteurs très ciblés, de gens vulnérables, par exemple des femmes enceintes et des gens qui ont un restant de peine de moins de 30 jours à purger. Et tous ceux qui ont commis des crimes graves, des crimes violents, des crimes contre la personne ne pourront pas sortir des établissements de détention. Je veux être très, très claire là-dessus. Mais comme on fait face à cette pandémie dans les établissements de détention comme ailleurs, il faut mettre en place les mesures, notamment pour protéger notre personnel. On a une responsabilité aussi envers nos travailleurs. Les femmes, les hommes qui travaillent en milieu de détention doivent être protégés aussi comme n'importe quel autre travailleur. Et d'ailleurs, ces permissions de sortie à des fins médicales, ce ne sont pas des mesures spéciales qu'on a créées pour la COVID. Ce sont des mesures qui existent déjà dans la loi sur les services correctionnels. Simplement, on adapte cette notion-là à la situation exceptionnelle qu'on vit depuis le début de la pandémie. Et aussi, c'est une mesure qui est appliquée ailleurs. Nous, on regarde depuis le début ce qui se fait ailleurs, les meilleures pratiques, globalement dans la gestion de la pandémie, mais notamment en sécurité publique. Et cette notion d'accorder des permissions de sortie à des fins médicales a été implantée à d'autres endroits, notamment en Ontario, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba aussi. Donc, nous irons dans ce sens aussi avec toujours cette préoccupation, cette volonté, entre autres, de protéger notre personnel du réseau des services correctionnels. Maintenant, pour mes remerciements du jour, je vais
remercier le personnel du réseau des services correctionnels, puisqu'on est dans le sujet, qui font un travail méconnu, qui passe souvent inaperçu, mais qui est très important, qui eux aussi sont au front. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je veux remercier aussi nos élus municipaux. Nos élus municipaux qui sont eux aussi des travailleurs de première ligne, mais d'une autre façon. Donc, des élus de proximité qui sont très près des gens, qui sont des alliés très importants depuis le début pour avoir pris part à plusieurs rencontres avec plusieurs élus municipaux, les maires, les mairesses, les préfets, les préfètes, qui sont des relayeurs d'informations très importants et qui travaillent eux aussi 7 jours sur 7 depuis le début pour aider nos citoyens, nos citoyennes. Alors, un grand merci, collaborent très bien, collaborent aussi avec la santé publique. Donc, un plaisir de travailler avec eux. Alors, merci à tous nos élus municipaux. On ne lâche pas. Bon courage. On a besoin de vous aussi pour aider nos citoyens qui, bien sûr, ont plusieurs questions à juste titre et qui s'attendent à ce que leurs élus puissent y répondre. Je vais terminer en disant que malgré toutes les inquiétudes et malgré tout, peut-être les obstacles, puis bon, les questionnements qui peuvent venir avec le déconfinement graduel du Québec, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien aux gens de vivre ce déconfinement graduel, de pouvoir tranquillement retrouver un semblant ou un petit peu de normalité à travers ces premières étapes de déconfinement graduel. Et si on veut continuer d'avancer vers ce retour à la normale, et je vais placer normale entre guillemets parce que pour plusieurs mois, ce ne sera pas la même norme que celle qu'on a connue avant la pandémie, mais pour avancer tranquillement vers ce retour à la normale, il faut continuer de respecter les consignes de santé publique. On ne le dira jamais assez. Continuez de rester à distance, évitez de vous rassembler, lavez-vous les mains et respectez l'ensemble des consignes. Continuez de protéger nos personnes vulnérables. Et de cette façon-là, on va y arriver tous ensemble et on va retrouver une vie un petit peu plus normale, si j'ose utiliser le terme, éventuellement. Donc, merci tout le monde et bon courage pour la suite. Merci. Souhaitez-vous poursuivre avec quelques mots en anglais? Oui. Good afternoon. Bonjour. J'aimerais revenir à la réouverture graduelle des écoles et des garderies. Premièrement, les garderies vont ouvrir à 30 de leur capacité la semaine prochaine. Ensuite, graduellement, cela va augmenter. Nous allons également devoir nous adapter aux écoles primaires. Il y aura un maximum de 15 élèves dans une salle de classe. Nous savons que la situation est complexe pour les parents, les éducateurs, pour les enseignants. Mais nous faisons face à une situation qui elle-même est exceptionnelle. Nous vous demandons la compréhension et nous vous remercions de votre compréhension à l'avance. Nous savons que des éducateurs et des enseignants se préoccupent de leur santé. C'est pourquoi nous voulions clarifier la situation à l'égard des risques pour la santé associés avec l'âge. Les autorités sanitaires nous disent que, avant l'âge de 70 ans, il est possible de retourner au travail sans risque important. Tous les employeurs québécois sont invités à tenir compte de cela. J'aimerais également parler des prisons. Nous prenons la situation très au sérieux et nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger les employés correctionnels comme les détenus. Donc, il nous faut continuer tous nos efforts et respecter la distance physique. C'est ainsi que nous allons remporter cette victoire. Merci. Et je passe maintenant la parole à ma collègue ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, merci, Madame la vice-première ministre, Dr. Arruda. Bonjour à tous. Alors, les Québécoises et les Québécois font face à une situation sans précédent à cause de la pandémie de la COVID-19. Cette crise a des impacts majeurs sur la santé physique de notre population, mais aussi sur sa santé mentale. Et on ne doit pas faire l'erreur de négliger l'une au profit de l'autre. La santé mentale, la santé physique, ça va ensemble. Alors, depuis le début de la pandémie, chez nous, 15 des gens ont rapporté vivre de la détresse. C'est 7 fois plus qu'avant la crise sanitaire. On a beaucoup d'aînés qui vivent de l'isolement, beaucoup de travailleurs essentiels qui vivent de l'anxiété et beaucoup de familles dont la vie a été chamboulée. Malheureusement, la situation risque d'empirer et de se prolonger durant les prochaines semaines et même les prochains mois. Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant,
déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi. On parle donc d'une courbe au niveau des problèmes de santé mentale. J'annonce donc aujourd'hui un investissement de 31 millions de dollars pour la mise en œuvre de notre plan d'action COVID-19 en services psychosociaux et en santé mentale. Concrètement, les investissements vont permettre de déployer plus de ressources afin d'améliorer et d'intensifier l'offre de services psychosociaux et de santé mentale pour toute personne qui en fait la demande. Ça inclut l'embauche de professionnels qui pratiquent habituellement au privé. Et ça implique également de bonifier le service téléphonique InfoSocial 811. Il y a d'autres mesures aussi qui sont déjà en cours. Il y a déjà le programme spécial pour soutenir des familles endeuillées qui comprend des consultations individuelles et un service d'écoute téléphonique. Il y a également un blitz téléphonique qui a permis de joindre près de 800 000 personnes qui sont suivies ou en attente de services. Et la campagne « Aller mieux » a été déployée sur différents médias. Finalement, la diffusion de guides informatifs à l'intention des populations ciblées continue. Toutes ces mesures visent un même but, prendre soin des gens qui en ont besoin. Donc, moi, je veux dire à tous ceux et celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter à demander de l'aide. On va être là pour vous, on va être là pour vous soutenir. Et je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui travaillent en santé mentale ou en services psychosociaux auprès des gens les plus vulnérables. Votre travail est vraiment essentiel. Merci. Merci. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui. Bonjour à tous. La question est pour le Dr Arruda. Lundi dernier, vous avez annoncé le report de l'ouverture des commerces à Montréal au 18 mai, mais on sait que la situation à Montréal demeure difficile. M. Legault soulignait cette semaine que la marge de manœuvre est quand même assez mince dans le réseau de la santé montréalais. Dans ce contexte, à moins de 2 semaines de la rentrée, est-ce qu'il y a un scénario qui est envisagé pour reporter la réouverture des écoles dans les régions montréalaises et quels facteurs seront déterminants pour prendre une décision? Écoutez, tous les scénarios sont à analyser. Là. Il n'y a pas de décision prise, donc attendez-vous pas à ce que j'annonce quelque chose aujourd'hui. Par contre, ce qui est considéré, c'est, en fin de compte, les critères en lien avec quel est le niveau de transmission et de contrôle. On regarde aussi, on fait une distinction entre ce qui se passe dans les CHSLD par rapport à la population, puis par rapport aux zones qui ont déjà réouvert comme telles, la capacité des équipes de santé publique d'être en mesure de contrôler, les données de dépistage qui vont être en ligne de compte. Ce sont tous ces facteurs-là qui vont être regardés. Mais la situation demeure une situation qui est préoccupante. En termes de capacité de soins, il y a quand même de la marge de manœuvre. Si vous me permettez, certaines personnes étant hospitalisées encore, qui pourraient ne pas être hospitalisées, mais qu'il faut qu'on amène dans d'autres territoires. En termes d'hospitalisation, ça demeure stable, mais il y a une partie de ces gens-là qui ne devraient pas être à l'hôpital, mais qui pourraient être ailleurs. En termes d'utilisation des soins intensifs, ça demeure stable, il y a encore de la marge de manœuvre, mais on va réévaluer encore les données dans le courant de cette semaine, et puis j'ai l'impression que nos autorités auront à prendre une décision, notamment pour être capable de laisser aux gens de se préparer. Ce que je tiens à dire, c'est si jamais il y avait report, on va aussi quand même maintenir les travaux qui sont nécessaires comme tels. Et l'autre élément que je tiens à mentionner aussi, ce qui va être très important, au-delà des déconfinements qu'on va faire dans les milieux en termes de commerce, différents types de groupes, c'est important que les gens comprennent que si on rajoute à ça un déconfinement total des individus, que les gens se mettent à les magasiner de façon intensive, à ne pas respecter le 2 mètres, à faire des rassemblements. À ce moment-là, on vient introduire un autre élément de danger qui peut faire augmenter le RO de façon significative à Montréal et ce qu'on appelle la proportion d'individus qui respectent la distanciation. Donc, tout ça va être analysé, mais on va aussi donner les consignes très claires. Si on ferme les choses ou qu'on retarde l'ouverture, il va être important aussi encore que les gens, parce que le printemps est là, la chaleur est là, les gens ont le goût de sortir, mais si on sort, les acquis qu'on a faits en termes de distanciation antérieure pourraient être perdus. Et là, on peut faire basculer une région très densément peuplée comme Montréal, où c'est chaud, c'est dense, il y a beaucoup de contacts, puis il y a beaucoup de secteurs d'activité. Merci. Oui.
Le 17 avril dernier, vous avez dit on a probablement atteint le pic de cas. Pourtant, quand on regarde les graphiques, on voit une espèce de long plateau. Donc, on se demandait, est-ce que vous considérez toujours qu'on a atteint le pic? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut espérer voir la courbe redescendre ou est-ce qu'on doit s'habituer à vivre avec environ 800 nouveaux cas par jour et malheureusement une centaine de décès? Bon, il faut comprendre qu'on a 3-4 épidémies au Québec, là, ce qui fait que les pics peuvent se superposer. Hein, le pic, on l'avait atteint dans la communauté même de Montréal autour du 4 avril, avant ce qu'on appelle le phénomène des CHSLD, qui est venu changer, revenu superposer des choses, en fin de compte. Hein. On a eu, si vous me permettez, une première vague qui est associée, les gens peuvent l'associer au voyage. Hein? Puis là, il y a eu des répartitions. On voit même, actuellement, on est capable de regarder l'historique des épidémies d'une région à l'autre, qui n'ont pas eu les mêmes facteurs. Mais après ça, c'est arrivé, les voyages ont entraîné, dans certains endroits, des éclosions dans certains milieux. Travailleurs de la santé, maintenant, peuvent infecter leur propre famille. Fait que c'est ce qui amène ce genre de plateau-là. Mais j'ai bon espoir, si on maintient les mesures de distanciation, si on réouvre, qu'on ne voit pas les choses, voire peut-être redescendre aussi les taux d'hospitalisation. C'est très clair que le profil extérieur de la région métropolitaine est très, très bas, dans le sens que ce soit un scénario pessimiste ou optimiste, si on maintient le moindrement certaines distanciations, ça va excessivement bien aller. L'enjeu est dans la région métropolitaine. Merci. On poursuit avec Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Considérant, Mme Guilbeault, le bilan actuel puis les difficultés qu'on a, est-ce que vous êtes toujours à l'aise, vous, avec la décision de commencer à rouvrir les écoles à partir du 11 mai, sachant qu'au Québec, on est le seul État à travers l'Amérique du Nord à ouvrir aussitôt les écoles primaires par rapport, par exemple, aux 50 États américains puis aux 10 provinces canadiennes? Oui, bien, le plan de réouverture, notamment des écoles, on l'a toujours dit, les prudents et les graduels, et surtout, il a reçu l'approbation de la santé publique. Donc, ce sont des décisions qui sont avalisées par la santé publique. On l'a dit, on ne veut jamais compromettre la santé des Québécois et on ne veut jamais subordonner la santé de qui que ce soit à d'autres intérêts économiques ou autres. Donc, c'est toujours la santé la priorité, mais on ne pourra pas rester confiné éternellement, comme on le dit souvent aussi. Donc, c'est un plan qui est graduel. J'en ai dit un mot, d'ailleurs, dans mon allocution d'ouverture. On comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes. Il va y avoir certainement des défis logistiques, un maximum de 15 élèves par classe. Donc, ça demande une organisation, une réorganisation, notamment pour les écoles, les centres de services et tout ça, pour les parents aussi. Mais si tout le monde y met du sien, tout le monde est focalisé vers le même objectif, tout le monde est en mode solution, c'est fort probable que ce ne sera pas parfait le premier jour. Là. À partir de lundi prochain, probablement qu'il va y avoir des cas, une école, ça ne marche pas, une école, trop d'élèves, il va manquer quelque chose à une école. C'est fort probable, puis c'est normal, parce que tout ne peut pas être parfait du premier coup. Mais j'ai bien confiance, oui. Puis notre équipe, on a bien confiance qu'en mettant en place toutes les mesures de santé publique, en s'assurant que les gens respectent les consignes, en sensibilisant à la fois les parents, les enfants, les enseignants, toutes les personnes qui vont être dans ces milieux-là, bien oui, on va réussir cette opération de réouverture graduelle des écoles avec la collaboration de tout le monde et surtout en toute sécurité pour tout le monde. C'est l'important. Merci. Et à titre de ministre de la Sécurité publique, quel écho vous avez de la part des autorités policières, à savoir si, depuis qu'on a commencé le déconfinement, les règles sont bien respectées, les déplacements sont limités? Il y a combien d'amendes, de contraventions qui sont données, par exemple? Quel écho vous avez du terrain? Avec combien d'amendes au jour le jour? Bon, les statistiques varient. Au total, depuis le début de la pandémie, on est à un peu plus de 5 000 contraventions qui ont été données dans l'ensemble du Québec par l'ensemble des corps policiers et pour l'ensemble des raisons, que ce soit des rassemblements indus. Il y a eu aussi, à certaines occasions, des entreprises là, qui opéraient, qui ne devaient pas opérer. Donc, il y a eu un certain nombre d'occasions où il y a des contraventions qui ont été émises et des périodes où il y en a eu plus que d'autres aussi. Là, au début, il y a peut-être des gens, il y a eu un petit délai peut-être avant que les gens comprennent que vraiment il y a des interdictions puis il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais par la suite, les gens se sont très, très bien mobilisés. Puis c'est l'écho qu'on a aussi de la part de nos corps policiers. Au début, il y a eu un effort peut-être important à faire de sensibilisation, de rappel des consignes. Il y avait beaucoup d'efforts de dispersion aussi. Les corps policiers se promenaient, il y avait des gens, bon, plus ou moins rassemblés.
puis faisait des efforts plus de sensibilisation puis de communication. Mais par la suite, ça a très bien été. Oui, il y aura toujours des gens qui vont être délinquants puis qui vont être en contravention des directives et des lois, mais dans l'ensemble, les gens ont été très disciplinés, très respectueux des règles et tout autre synonyme que vous jugerez opportun, et exemplaire, en somme, depuis le début de la pandémie. Donc, que ce soit l'écho que j'ai de mes corps policiers ou même de mes collègues, des députés, des gens en général, oui, il y a des cas d'exception, mais l'important, je pense, c'est de remercier les Québécois et surtout de leur dire que c'est pas fini puis qu'il faut pas lâcher. C'est ça, peut-être, en ce moment, là, je dirais que le beau temps, l'arrivée du printemps, le beau temps, le fait que ça fait plusieurs semaines qu'on est confinés, on s'ennuie de notre monde. Bon, il y a toutes sortes de facteurs là, qui, en conjonction, pourraient amener des gens à être tentés de vouloir se rassembler, de vouloir sortir, de vouloir en faire peut-être un peu trop vite. Et pourrait amener d'autres gens à même succomber à cette tentation. Donc, de grâce, évitez de succomber à la tentation. Dites-vous bien que cette privation-là qu'on a, qui est temporaire en ce moment, va nous donner accès à davantage de liberté plus tard. Donc, c'est un investissement de se priver en ce moment-là, qui va être payant plus tard, mais il faut respecter ces consignes-là. C'est très, très important, et sensibiliser nos enfants, sensibiliser nos parents, nos grands-parents. Notre collègue Marguerite, hier, Blais, a annoncé des assouplissements pour nos personnes de 70 ans et plus qui vont retrouver, elles aussi, une partie de leur liberté, de leur autonomie. Donc ça, ce sera sans doute bienvenu. Donc, en concédant comme ça certains assouplissements réalistes, puis en redonnant accès aux gens à une partie de leur liberté, ça va peut-être aider, on l'espère du moins, à ce que les gens, néanmoins, continuent de se conformer aux directives, entre autres de distanciation, pour qu'on puisse tous retrouver une vie aussi normale que possible. Madame la Première ministre, j'aurais peut-être une précision à donner par rapport à la question des personnes de 70 ans, parce qu'il peut y avoir, dans des points de presse, on peut ne pas être aussi explicite ou il peut y avoir des interprétations. J'avais dit hier que les commerces allaient réserver des périodes pour les personnes de 70 ans et plus. C'est une pratique que certains vont faire et d'autres ne le feront pas. Mais ce que je ne voudrais pas que les gens interprètent, c'est qu'une personne de 70 ans peut aller dans ses services essentiels seulement au moment où c'est réservé pour les personnes âgées. Là. Je veux dire, les personnes de 70 ans ont autant de liberté que toutes les autres ici actuellement pour aller aux services qui sont ouverts, etc. Donc, je voudrais être au clair avec ça, là, pour pas que, parce qu'il y a des gens qui vont interpréter qu'il allait avoir des périodes seulement. Mais c'est surtout pas, on n'a pas écarté les personnes de 70 ans ou plus ou de 60 ans pour leur permettre d'aller à l'extérieur. L'autre chose aussi, en lien avec certaines choses qui ont été dites sur le départ au 11 mai pour les proches aidants, etc., qui étaient tout simplement pour que les gens puissent s'ajuster au niveau du système, là. Les gens peuvent sortir dès maintenant à l'extérieur sans être accompagnés s'ils sont autonomes, etc. C'est pas quelque chose qui commence le 11 avril. Les gens peuvent aller prendre des marches. On leur demande de respecter la distanciation sociale, etc., etc. Là, les mêmes éléments, mais c'est pas ça qui était visé par le 11 mai. Ici, dans un certain centre, ils sont prêts plus tôt, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'était tout simplement pour laisser les gens le temps de s'ajuster. Et donc, dans les faits, il y avait aussi des questions par rapport à la question des tests pour les zones chaudes, les RPA, là, parce que beaucoup de gens qui vivent dans les résidences ont aussi des craintes par rapport à voir rentrer des personnes qui peuvent aller à l'extérieur puis rentrer la maladie. Il faut comprendre que si jamais il y a des tests qui sont demandés, dans des zones chaudes, déjà, c'est pas nécessaire si la personne qui vient aider le proche aidant est consentement éclairé. Mais dans les zones froides, si jamais il y a des tests qui sont demandés pour les personnes, ça va être fait de façon rapide. Là. Les gens n'auront pas à attendre 3 jours pour avoir un rendez-vous, une journée, 4 jours pour avoir le résultat. Là. Il faut que ça se procède de façon rapide. Et dans les exceptions où il y aurait un milieu, par exemple, une résidence pour personnes âgées qui serait atteinte avec une éclosion intensive à l'intérieur, à ce moment-là, il y aurait des consignes différentes. Mais donc, je vais juste respécifier là, que les gens peuvent sortir s'ils respectent les conditions. Et donc, ils ne doivent pas attendre au 1er 11 mai. Et puis, on fait tout en notre pouvoir. N'oubliez pas que pour les raisons humanitaires ou autres, les gens peuvent accéder à leur famille. Il faut être bien clair avec ça. Merci. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Ma première question s'adresse à Mme McCann sur la situation à Montréal. Je comprends qu'il y a maintenant des patients de centres hospitaliers de Montréal qui sont transférés dans des centres hospitaliers à l'extérieur de Montréal. Est-ce à dire qu'on entre dans le niveau d'alerte 4
donc la dernière et ultime phase du plan de contingence à Montréal et que la situation est particulièrement préoccupante? Bien, c'est clair que la situation à Montréal, elle est très différente du reste du Québec. On en parle beaucoup depuis les derniers jours. Et ce qu'on fait, ça a débuté quand même il y a quelques temps. Là. On a quelques jours ou même quelques semaines où on a transféré des patients vers la Rive-Sud, par exemple, à Charlemagne, à Pierre-Boucher, même vers la Rive-Nord, à Le Gardeur. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais effectivement, on a ajouté Trois-Rivières dernièrement. On a transféré des patients là-bas pour diminuer la pression sur l'île de Montréal. Parce qu'au-delà des patients COVID-19 là, qui augmentent légèrement, on ne peut pas dire que l'hospitalisation augmente de façon majeure à Montréal, notamment, là, et ailleurs au Québec, il n'y a pas une problématique au niveau des hospitalisations pour les patients qui ont la COVID-19. À Montréal, ça augmente un petit peu, mais il y a quand même une pression parce que les autres activités reprennent aussi à Montréal, comme ailleurs, mais étant donné la situation de Montréal, il y a davantage de pression. Donc, des gens qui attendaient pour avoir des soins, qui pouvaient attendre depuis un mois, depuis 6 semaines, bien là, on les ramène parce qu'il faut intervenir auprès d'eux. Les chirurgies aussi reprennent. On veut augmenter le volume de chirurgie à 50 du potentiel. C'est ce qui est fait graduellement aussi à Montréal. Alors, on veut enlever un peu de pression et c'est pour ça qu'on transfère quelques patients, notamment, on le fait depuis quelques temps sur la Rive-Sud, la Rive-Nord, mais aussi à Trois-Rivières. La phase 4, juste pour... Oui. On parle de la phase 4. Oui, docteur Arruda, j'ai une question pour vous au sujet des tests. Parce que là, on est en train de déconfiner, on dit aux personnes âgées, vous pouvez sortir, mais on n'a aucune espèce d'idée là, du niveau de transmission comme tel dans la communauté, parce qu'il n'y a pas de tests préalables qui ont été faits avant le déconfinement. On s'en parlait la semaine dernière. Moi, je veux bien comprendre. Là. Est-ce qu'on est en train, effectivement, d'augmenter le nombre de tests? Puis est-ce que ça donne effectivement des résultats de telle sorte que vous avez une meilleure idée aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans cette transmission? Bon, votre question est très pertinente. Et puis, quelque part, je pense que les tests, c'est une façon d'avoir un portrait de la situation, mais la déclaration des cas puis les investigations de contact aussi, ça nous donne une information qui n'est pas de la même nature. Mais je tiens à vous dire qu'on a augmenté, là, particulièrement dans la région métropolitaine, là, il faut aussi que les gens viennent. Hein. D'ailleurs, on va les inviter à ce qu'ils viennent de se présenter. Mais on a augmenté le nombre de tests, par exemple, autour des cas autour des cas qui sont symptomatiques. Puis là, on est en train de tester des cas dans la famille qui ne sont pas nécessairement symptomatiques. Avant, on le disait aux gens, restez chez vous, on va attendre, vous avez des symptômes, on va vous tester. Maintenant, on est en train de les tester pour être capable de voir s'il n'y a pas de la transmission plus rapide dans les îlots familiaux. Dans la région de Montréal-Nord, de Saint-Michel particulièrement, il y a eu des dépistages qui ont été faits. Ils s'en organisent aussi dans Laval comme tel. Donc, on va avoir un meilleur portrait de sous-section régionale par rapport à ça. Et il y a un élargissement là, des 6 groupes de tests qui sont faits. Mais il n'y a pas eu, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, un test de séroépidémiologie populationnelle aléatoire de fait avant le déconfinement, puis par après. Mais on va avoir des indices par rapport au nombre d'éclosions d'agrégats qu'on va trouver et avec des analyses autour des enquêtes et des cas et des tests qui vont être plus importants de ce côté-là. Mais j'aimerais ajouter... Non. Pardon? Excusez-moi. Vous allez terminer, mais je vais ajouter quelque chose sur la situation à Montréal. Ça va? Pour compléter la réponse de tout à l'heure, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a des patients actuellement qui sont dans les hôpitaux de Montréal et qui pourraient être ailleurs. Par exemple, dans les zones tampons. On a à peu près 700 places actuellement dans les zones tampons à Montréal. Ça, c'est des endroits comme des hôtels, l'Hôtel-Dieu. Et on a les endroits physiques, mais on manque de personnel pour transférer davantage de personnes qui sont à l'hôpital actuellement et qui pourraient aller dans des zones tampons. Alors, c'est un élément important à vous dire parce qu'on fait des appels là, au personnel, à des gens qui voudraient venir contribuer, donc sur « Je contribue », parce qu'on a besoin de ce personnel-là
pour voir à des personnes qui iraient dans des zones tampons, ouvrir davantage de zones tampons. Alors ça explique aussi la pression qu'on vit sur l'île de Montréal. Donc, encore une fois, un appel, puis on cherche d'autres stratégies pour faire en sorte qu'on ait des gens à temps plein qui viennent nous aider dans le réseau de la santé et des services sociaux. Merci. Maintenant, au tour de Mathieu Dion, Radio-Canada. Au sujet des tests, Dr Arruda, on en est rendu où par rapport à l'objectif de 14 000 d'ici vendredi? Parce qu'on n'arrive pas, nous, à avoir les données. Les données sont en train de se compiler, puis des données de tests qui ont été faites, notamment hier dans des cliniques qu'on n'a pas vues comme telles, mais on est autour de 7 000 encore. Il faut aussi comprendre que on organise, vous avez vu des histoires avec des autobus. Il faut aussi que la population soit au rendez-vous. Donc, on va les inviter. Il y a un plan de communication très spécifique à différentes communautés culturelles à Montréal qui va être déployé pour aller chercher, en fin de compte, les personnes pour qu'elles se présentent aux tests de dépistage. Même s'il y a une offre qui est faite, il faut que les gens viennent. Donc, on prévoit qu'avec ça, on va être en mesure d'arriver à augmenter et à utiliser notre capacité maximale. En Ontario, lundi, ils ont franchi le cap des 16 000 tests. Ils ont plus de population que nous. Et pourtant, ils ont la moitié moins de cas chaque jour. En nombre absolu, là, le Québec fait bande à part. Et ils entendent en Ontario déconfiner quand on sera en bas de 200 cas par jour. Puis nous, on déconfine, puis on est à 900 cas. Comment expliquer ça? Premièrement, le cas, là, il va dépendre de quand. Bon, vous le dites. Puis là, je n'ai pas fait les calculs en termes de ratio. Ils font 16 000 tests, mais ils ont une population beaucoup plus grosse que la nôtre. Le nombre de cas, comme étant un indice, de mon avis, de déconfinement, ça peut être un choix qui est fait, mais vous savez que le nombre de cas va dépendre de la quantité de tests qu'on va faire, hein, même des cas symptomatiques ou pas. Moi, je pense que le critère qui est habituellement reconnu, mais sans vouloir discréditer la démarche d'Ontario, je suis sûr qu'ils vont regarder ça aussi, c'est les hospitalisations puis la capacité aux soins intensifs. Et puis, le contrôle des outbreaks. Parce que le nombre de cas, si vous dépistez moins, on pourrait baisser le nombre de cas. Mais c'est sûr qu'on a des phénomènes. L'enjeu CHSLD ici est un enjeu très, très, très important. Quand vous regardez la situation hors Montréal métropolitain, les cas sont vraiment à la baisse, puis on est en deçà de ces chiffres-là pour le reste du Québec, mais il y a un enjeu particulier à Montréal. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Madame Guilbeault, j'aimerais vous entendre sur votre dilemme de vos deux rôles de ministre responsable de la capitale nationale, une région qui va jusqu'à Charlevoix, qui attend, ou en tout cas qui repose beaucoup sur le tourisme et qui aimerait ça recevoir des gens. Et votre rôle de ministre de la Sécurité publique qui dit on ne veut pas trop recevoir de gens de Montréal parce qu'on ne voudrait pas une nouvelle contagion. Comment vous faites balancer ça? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est vrai, puis le même dilemme se pose à bien des endroits au Québec, mais effectivement, dans la capitale nationale, on a eu un seul endroit touché par le confinement. Là. Il y avait un seul endroit où il y avait des points de surveillance et c'était à Charlevoix. Et donc, effectivement, c'est une préoccupation. Moi, chaque semaine, je m'entretiens avec tous les élus de la capitale nationale et tout ça. On se parle d'une foule de choses, mais notamment de cette préoccupation touristique et culturelle, je dois le dire aussi. Là, il y a ces deux industries-là qui sont fortement touchées, on le sait. Et donc, ma collègue Caroline Proulx, ministre du Tourisme, travaille actuellement sur un plan sectoriel pour le domaine touristique. Ma collègue Nathalie Roy travaille sur un plan pour l'industrie culturelle. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de donner de date de présentation de ces plans-là, ni de faire d'annonce en ce qui a trait au tourisme ou à la culture, malheureusement, parce que nous devons évidemment y aller très, très graduellement. Et quoi que nous annoncions, de toute façon, c'est toujours avec l'aval de la santé publique, mais ce sont des fronts sur lesquels on travaille. On est tous très préoccupés, les ministres régionaux, les députés en général, par, entre autres, c'est ça, l'incidence sur l'industrie touristique. J'ai dit d'ailleurs la semaine passée qu'il ressortira un jour une opportunité touristique extraordinaire de la pandémie qu'on est en train de vivre, mais chaque chose en son temps. Donc, c'est sûr qu'à l'arrivée de l'été, je ne vous cacherai pas que là, il y a plusieurs intervenants qui se manifestent. On peut penser à les pourvoiries, les terrains de camping, tous les endroits de chasse et pêche, les parcs, la CEPAC, et les endroits où les gens font du plein air, donc les camps de jour, les camps de vacances,
j'appelle ça le petit baseball, mais c'est dans le sens que nos enfants jouent au sport, là, les sports de groupe pour les enfants. Donc, évidemment, on va privilégier les sports individuels, mais bon, qu'est-ce qui va être permis ou non, qu'est-ce qui va être possible ou non et à quel moment? On travaille sur tous ces fronts-là, sachez-le bien, tous les ministres concernés, toujours en collaboration avec la santé publique. C'est important de le dire. Ce ne sont pas des décisions que des politiciens peuvent prendre. C'est vraiment des décisions qui doivent partir d'une recommandation, du moins d'une autorisation de la santé publique, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Mais je veux rassurer tout le monde, tous ceux qui sont concernés là, par ces secteurs-là en particulier, et entre autres chez nous à Charlevoix, qu'on est très conscient de l'impatience et de la hâte des secteurs respectifs à recevoir des annonces. On le fera en temps et lieu, parce que la santé, c'est toujours le facteur numéro 1. Docteur Arruda, vous nous avez dit ici à multiples reprises que le masque protège les autres. Le masque artisanal, on s'entend, ou le couvre-visage, comme vous l'appelez maintenant. Expliquez-moi pourquoi, hier, dans vos explications, vous avez dit les 70 ans et plus devront maintenant porter un couvre-visage dans les lieux publics. En principe, les risques pour eux sont plus élevés, mais ils ne sont pas plus... ils transportent pas plus la maladie que les autres. Donc, pas plus que les jeunes, puis pas plus que les adultes. D'ailleurs, le port du masque dans la communauté, là, actuellement, puis je l'ai dit, ou du couvre-visage, son efficacité n'est pas complètement démontrée dans les études, mais maintenant, dans le contexte où les gens, quand ils vont le porter, ça va faire partie de l'étiquette respiratoire. Si une autre personne de 70 ans pourrait être en train d'incuber la maladie puis qui ne tousse pas sur l'autre. Dans le fond, c'est comme pour protéger les autres. Et, la protection individuelle, elle n'est pas démontrée. C'est parce qu'on veut surtout éviter... C'est comme une façon de faire l'étiquette respiratoire. Si on a toussé, on n'a pas besoin d'aller dans le coude, etc. Puis si on le porte, puis qu'on le lave régulièrement, c'est dans cette perspective-là. Dans les faits, au tout début de la pandémie, j'avais beaucoup de résistance, peut-être par rapport au fait que je voulais pas que les gens passent au masque et deviennent des super-héros avec le masque et oublient de se laver les mains, etc. Parce que ça demeure encore la consigne, distanciation de mètre numéro 1, lavage, hygiène des mains avant de sortir, en revenant, quand on mange. Puis le port du masque va devenir, à mon avis, quelque chose qui va s'intégrer dans la population. Puis probablement que quand on va porter le masque aussi, les autres qui ont peut-être peur de nous vont se sentir plus adéquats. Mais c'est vrai, c'est pas... Puis je dois le recommander autant aux personnes qui vont sortir, qui vont prendre le métro, etc., particulièrement dans la région métropolitaine où ça circule actuellement. Je pense que allez-y avec des couvre-visages. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Pour vous, Madame la vice-première ministre, sur un ton un peu plus personnel, est-ce que vous seriez prête à envoyer vos enfants dans une garderie, vous? Je vais répondre en deux temps. D'une part, je ne suis pas dans les services prioritaires, donc de toute façon, je n'ai pas accès à une place sous réserve de la priorisation que fait ma garderie, parce que j'ai rempli hier justement le formulaire de ma propre garderie dans ma vraie vie. Et donc, je ne pense pas être éligible à une place de toute façon dans les premières phases, et c'est tout à fait normal, d'autant plus que mon conjoint était déjà en congé parental avant la COVID. Donc, pour toutes sortes de raisons, ma fille n'ira pas à la garderie, mais si j'étais dans un travail essentiel, avec impossibilité de faire du télétravail, que tous les deux parents étaient dans l'impossibilité et que j'étais vraiment, là, objectivement parlant, considérée dans les services essentiels, par exemple, dans le réseau de la santé. Sur la stricte question, est-ce que je serais à l'aise que ma fille retourne dans la garderie qu'elle fréquente? La réponse, c'est oui. Docteur Arruda, lundi, pas plus tard, le premier ministre nous disait « c'est pas une bonne idée que les enfants à le voir leurs grands-parents de 60 ans et plus. » Aujourd'hui, on comprend le contexte, là, et on a de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre, entre autres pour les écoles, pour les garderies. Et là, vous nous annoncez que les travailleurs de 60 à 69 ans peuvent aller travailler dans des milieux où il y a des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Bien, écoutez, le contexte de réouverture de garderies va être dans un contexte où les gens vont avoir des équipements de protection personnelle. Les gens vont porter des masques comme tels en garderie. Il y aura
mesures de distanciation sociale, puis etc. Et, tenons-nous bien, on parle de personnes qui sont en santé. Si les gens ont des conditions de maladies particulières ou autres qui s'accumulent, on n'est pas dans la même chose. Puis là, je voudrais aussi que les gens comprennent, il ne faut pas que les gens maintenant pensent que pourquoi maintenant grand-maman ne peut pas garder petit enfant si elle a 67 ans ou 69 ans. C'est pas le même contexte d'affiliation qui va se faire dans une relation parents, grands-parents, petit-enfant. Là, il y aura probablement... C'est pas le même genre de relation. Je ne veux pas dire que les gens, quand ils sont en milieu de garderie, ils n'ont pas une bonne relation avec les enfants, mais ce n'est pas leurs petits-enfants. Et donc, ce n'est pas le même genre d'exposition qu'on peut dire. Et n'oubliez pas, ça va être vraiment avec des masques que les gens vont travailler dans ce contexte-là. Puis s'ils ont des problèmes de santé, ils n'y vont pas. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Madame la vice-première ministre, Madame la ministre, Dr. Arruda, est-ce que c'est possible de savoir, Madame McCann, combien de patients ont été transférés? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des transferts qui avaient été faits, entre autres vers la Rive-Sud, Trois-Rivières. Est-ce que c'est possible d'avoir les données précises? Combien de patients et ça a permis de libérer combien de lits, évidemment? Bien, écoutez, je n'ai pas la donnée précise là aujourd'hui, mais on pourrait vous revenir à la prochaine conférence de presse où vous transmettre le nombre. Il n'y a aucun problème. Là, on va vous transmettre le nombre de patients qui ont été transférés. Je n'ai pas le chiffre exact, là, alors je ne vais pas m'aventurer, mais on va vous le transmettre. D'accord, c'est ça. En sous-question, j'ai plein de monde, M. Arruda, qui m'écrivent pour me demander pourquoi les terrains de golf. Je comprends que vous avez abordé un peu la question, Madame la vice-première ministre, tout à l'heure, mais pourquoi les terrains de golf ne sont pas ouverts ou encore pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas déjà une reprise des activités de pêche, par exemple? Parce que c'est des secteurs qui sont à l'extérieur où c'est quand même assez facile de maintenir une certaine distanciation. Un terrain de golf, c'est grand. La pêche, le Québec, il y a 1 million de lacs ou à peu près, là. Alors, est-ce que est-ce que vous allez, en fait, permettre aux terrains de golf d'ouvrir et aux gens de fréquenter ces... Les analyses sont en cours, puis ça devrait être annoncé sous peu. Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? Bien, je peux pas vous dire... J'aimerais ça vous dire une date, là, mais dans la séquence des choses qu'on a à faire, là, c'est en cours actuellement en termes d'être analysé. Vous comprendrez que les différents principes qu'on utilise, c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est pas des sports collectifs, ça va être des éléments plus avec possibilité de distanciation à l'extérieur et non pas à l'intérieur, fait que ça devrait arriver dans une séquence qui est logique par rapport à ça. Mais je suis pas en mesure de vous donner quelle date, là. Il y aura des annonces dans les prochaines semaines. Je pense qu'on peut le dire. Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, on est conscient que l'été s'en vient, puis qu'il faut être réaliste aussi. Donc, il y aura des annonces dès que ce sera possible. Merci. Donc, deux dernières questions en français qui nous ont été envoyées par Mylène Crête du journal Le Devoir. La première s'adresse peut-être à la vice-première ministre. Donc, le nombre de cas de COVID-19 a doublé à la prison de Bordeaux depuis la semaine dernière. Vous y avez fait référence dans votre introduction. Comment pouvez-vous convaincre le syndicat des agents correctionnels, la Ligue des droits et libertés et les familles des détenus que la crise dans les CHSLD ne se répétera pas dans cette prison? Oui, bien en réponse, je l'ai abordé d'ailleurs aussi en ouverture. Donc, il y a déjà plusieurs mesures préventives qui avaient été mises en place dans nos établissements de détention du Québec, en collaboration avec la santé publique d'ailleurs. Donc, entre autres, les visites ont été interrompues depuis, de mémoire, le 14 mars, ou en tout cas depuis mars dernier. Donc, les allées et venues sont limitées. Les nouveaux détenus ou prévenus qui entrent dans les établissements sont placés en isolement. Les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont testés positifs aussi sont soit transférés au besoin dans un hôpital ou sont placés en isolement. Donc, il y a beaucoup de visioconférences, visioparloirs qui se fait avec les avocats, avec la justice. Donc, il y a plusieurs mesures, du matériel de protection aussi pour le personnel. Donc, il y a plusieurs mesures qui avaient été mises en place, ce qui fait qu'on a eu peu de cas, d'ailleurs, très peu de cas, somme toute, dans les établissements d'ailleurs. Mais effectivement, là, il y a eu certains cas. On est à 34 détenus testés positifs en date d'aujourd'hui à l'établissement de Montréal, ce qui fait qu'on a
j'ai annoncé qu'on allait prévoir des mesures supplémentaires. La santé publique, de fait, nous recommande d'y aller avec cette mesure supplémentaire de permission de sortie à des fins médicales, ce qui va nous permettre de réduire d'un certain nombre là, la population carcérale pour aider toujours l'objectif, la protection, la sécurité de notre personnel du réseau des services correctionnels. Donc, cet ensemble de mesures, on l'espère, va concourir à assurer un climat de travail toujours plus sécuritaire à notre personnel et du même coup aux personnes qui sont détenues. Merci. Et